Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission, l'émission panel de la génération égalitaire. Une émission qui va vous traiter aujourd'hui le problème des violences basées sur les genres en milieu universitaire et voie de sortie. Cette émission vous est présentée par Faustin Banyanga et Madame Wivine Gango. Nous allons recevoir plusieurs invités dans le cadre de cette émission, mesdames et messieurs, que vous aurez le temps de découvrir. D'abord, nous disons bienvenue à ma co-présentatrice, Madame Wivine Gango. Merci Faustin. Et comme tu l'as dit, je suis Wivine Gango. Je suis membre de Génération Égalitaire, mais je suis journaliste reporter. Et voilà, comme vous le savez, Génération Égalitaire, c'est une plateforme qui lutte contre les violences basées sur le genre en milieu scolaire, académique et en milieu professionnel. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons débattre sur un sujet primordial actuellement, les violences basées sur le genre en milieu académique. Quelles sont les voies de sortie? Et pour en parler, mesdames et messieurs, nous recevons dans cette émission Madame Diane Bouchamouka. Elle est ministre chargée de genre et conditions féminines dans le cadre de la coordination estudiantine de l'Université catholique de Bukavu. Madame Diane Bouchamouka, vous êtes la bienvenue dans cette émission Génération Égalitaire. Nous recevons également Maître Moïse Kabi. Il est avocat au barreau du site Kivu. Monsieur Moïse Kabi, vous êtes le bienvenu dans cette émission Génération Égalitaire. Nous recevons enfin Monsieur Martin Barouani. Il est le chef des travaux à l'Université officielle de Bukavu, c'est-à-dire un enseignant. Monsieur Martin Barouani, vous êtes le bienvenu dans cette émission Génération Égalitaire. Merci beaucoup. Et voilà, nous allons ouvrir ces débats de ce jour par Madame Wivine Gango, la co-présentatrice de cette émission. Madame Wivine Gango, vous avez la parole pour les questions de l'émission. Merci, cher Faustin Banyanga. Et voilà, sans pour autant tarder, nous allons devoir passer aux questions et à cet échange. Mais avant tout, j'aimerais savoir, c'est quoi exactement les violences basées sur le genre, principalement à un milieu académique? Bien sûr, on en parle à la radio, à la télévision, mais exactement, c'est quoi les violences basées sur le genre, Maître Moïse? Merci bien, madame. Par violence basée sur le genre, il faut attendre l'ensemble d'actes, d'événements, des menaces de violences sexuelles, de menaces physiques et même psychologiques qui s'effectuent en milieu universitaire, même dans ces environs. Tous ces actes se focalisent surtout sur les stéréotypes de genre, donc l'inégalité de genre. Il se fonde aussi sur la supériorité, la hiérarchisation. Tel est supérieur à tel, il impose ses actes. Voilà ce qu'on peut attendre par violence basée sur le genre. Et voilà, merci beaucoup Maître Moïse pour ces éclaircissements. De ce fait, je m'en vais demander à notre invité, le chef de travaux Martin, déjà que nous savons c'est quoi les violences basées sur le genre, quelles sont les violences qui se vivent dans nos universités? Merci beaucoup Yvine, madame la journaliste et la co-animatrice. Et lorsque nous parlons de la violence d'abord entre agents, là, nous voyons des actes, par exemple, on menace certaines personnes suite à l'incapacité, par exemple, ou bien la promotion. On demande à la personne pour qu'on puisse se promouvoir. Et voilà, vous devez donner, par exemple, vous devez accepter de passer un acte sexuel. Ou bien, on veut vous donner tel poste ou occuper telle fonction. Et il y a certaines personnes qui cèdent, si bien qu'en eux, ils ne veulent pas. Physiquement ou bien moralement, ils ne veulent pas, mais parce qu'ils sont obligés, contraints, et peut-être parce qu'ils désirent occuper cette fonction ou ces postes, ils se laissent. Et donc ça, c'est entre agents. Et entre personnel de l'université et étudiants. Alors là, nous parlons par exemple des points sexuellement transmissibles. Alors, il y a certains étudiants ou étudiantes qui se laissent tromper ou séduire par des professeurs, par des assistants, par des chefs de travaux, par les personnels même administratifs.
tout en leur disant que nous avons telle relation par tel professeur, chez tel enseignant, ou dans tel membre du jury. Et une fois que vous cédez, je peux intervenir. Et donc là, il s'est involontairement, accepté ou pas, il se laisse. Il y a d'autres aussi, on les menace des points. Par exemple, on dit, bon, si tu n'acceptes pas de sortir avec moi, tu ne vas pas réussir dans mon cours. Vous voyez, il y a certaines étudiantes ou étudiants qui ont connu ce genre de violences, ou bien si tu ne donnes pas l'argent, parce que la violence n'est pas seulement sexuelle, mais la violence peut être aussi monétaire, comme le maître venait de nous dire. Hein, même moralement, économiquement, on demande de l'argent, et donc si tu ne me donnes pas tel argent, tu ne me donnes pas telle somme, facilement, tu vas échouer. Et il y a certaines personnes qui cèdent. Vous voyez? Et donc dans les milieux universitaires, nous subissons ces choses. Mais l'inverse aussi, il y a aussi violence entre étudiants, les étudiantes ou les étudiants qui violent les enseignants. Moralement, vous voyez des étudiantes qui s'habillent très mal. Elles s'exposent, des étudiants ou étudiantes, elles s'exposent. Les autres, ils appellent des enseignants. Hein, ils vous appellent tout en vous envoyant certains messages. Non, je vous apprécie. C'est cela parce que par moment, on pense que non, il n'y a que les enseignants qui violent les étudiantes. Mais non, c'est vice-versa. Nous devons nous dire clairement des choses. Et on est victime parce que ces comportements, quand on reçoit les étudiants à l'université, ils viennent, ils sont déjà matures. Ce sont des grandes personnes. Et voilà, merci beaucoup. C'était Martin pour tous ces détails très intéressants. Faustin, une réaction? Monsieur Martin, le CT, vous avez dit que il y a certaines étudiantes qui arrivent aussi à violer les enseignants, mais on voudrait savoir, entre l'enseignant et l'étudiante, qui serait dans une position de force ou de faiblesse. Parce que on se demande, par exemple, vous avez dit que l'étudiant s'habille de manière obscène, voilà. Vous ne pensez pas que ça lui revient en tant que sa liberté de s'habiller, parce que la liberté individuelle est garantie. On ne peut pas dire à quelqu'un de ne pas s'habiller de la manière dont il veut. Les styles, c'est tout à fait personnel. Pensez-vous que c'est s'habiller comme ça violerait certains prescrits moraux ou bien moraux? Merci beaucoup, Faustin Banyanga. Au fait, entre l'étudiante et enseignant ou étudiant-enseignant qui est dans une position supérieure, je peux dire que dans un milieu professionnel, sur le plan professionnel, l'étudiant, l'enseignant est à un niveau supérieur. Ça, c'est d'abord la première des choses. Mais écoutez, nous tous, nous avons la chair, nous tous, nous avons les sangs, nous tous, nous avons les sentiments. Les professionnels de la prostitution. Elles ont certaines tenues ou les habits qu'elles portent. Et pourquoi elles portent ces genres d'habits? C'est pour exciter. Vous voyez un peu, ils excitent les hommes. Ça dérange aussi sur le plan mental, même sur le plan psychologique. Vous voyez un peu. Et donc, on ne peut pas dire seulement qu'on est bourré de la science, on a plein de sciences, on a le doctorat, on a la thèse dans la tête. Et donc là, même si quelqu'un s'habillait très mal, donc ta science, les équations mathématiques, la physique va continuer à agir dans la tête. Non, non, on est humain. Oui, tout le monde est libre de s'habiller, mais il y a quand même des limites. Il y a des limites dans l'accoutrement. Je ne peux pas venir à l'université avec un cinglet et vous exhiber la poitrine. Vous voyez un peu. Vous ne pouvez pas venir à l'université, je m'excuse les termes, mais en sous-vêtements. Et vous vous dites, non, non, bon voilà, moi je suis libre et je dois venir en sous-vêtements. Mais vous allez aussi scandaliser certaines personnes. Diane Bouchamouka, vous êtes dans ces studios. Vous venez de suivre le CT Martin Barouani qui vous accuse, vous, en tant que fille, de vous habiller indécemment, de manière à les amener à commettre ces violences basées sur le genre. Et donc, vous le provoquez, je ne sais pas, avec votre qualité de chargé du genre et conditions féminines à l'université catholique de Bukavu, dans la coordination estudiantine. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à cette accusation que vient d'émettre monsieur le CT Martin Barouani? Merci pour la question, monsieur Faustin. Alors, ce que monsieur le CT vient de dire, c'est une réalité que nous vivons tous et que nous avons toujours vécue. Pour une fille s'habiller, en fait, je pense que à la base, c'est une question d'éducation. Il y a des filles, elles s'habillent mal parce que, voilà, peut-être dans la famille où elle vient, c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Et il y a certaines aussi qui s'habillent mal par influence. Et retrouver ces genres d'habillement en milieu
universitaire, en milieu scolaire, bon, je pense que c'est en quelque sorte une sorte de provocation. En fait, c'est une provocation pour les professeurs, les assistants. Il y a certains professeurs qui peuvent être sensibles, qui peuvent tomber dans les pièges de ces genres de filles, et certains non. Et lorsque nous constatons le cas de violences, peut-être d'abus sexuels, il y a certaines filles qui, je ne sais pas comment je pourrais dire, mais il y a certaines filles qui normalisent ça en fait. Donc pour elles, s'habiller mal, c'est quelque chose de normal parce que soit elle a envie d'attirer l'attention de tel ou tel professeur, soit pour se faire de points dans tel cours ou tel cours. Elle attire l'attention d'un assistant ou d'un tel professeur pour que le professeur puisse peut-être par exemple donner de l'argent ou avoir une petite histoire avec elle. Je pense que c'est un sérieux problème que nous vivons dans la communauté, pas seulement à l'université, mais dans toute la communauté. Alors, Madame Diane, vous ne pensez pas que ce sont les filles qui sont victimes, ou bien ce sont les filles que vous, selon vous, qui tentent les enseignants? Merci beaucoup, Monsieur Faustin. Alors, c'est quoi le fait de s'habiller mal? Je vais répondre en tant que femme. S'habiller mal, pour moi, c'est quand on s'habille d'une manière à attirer l'attention des gens. Donc, on s'habille d'une manière vulgaire. S'habiller mal, que nous connaissons, c'est le fait de, quand on s'habille et que certaines parties de notre corps, des parties qui sont intimes, se montrent et sont accessibles aux yeux de tout le monde. C'est ce que moi j'appelle s'habiller mal. Alors, et concernant la question de savoir qui est victime entre celle qui s'habille mal et celle qui qui tombe dans les pièges de la fille qui s'est habillée mal. C'est là qu'intervient cette forme de discrimination. Quand la fille s'habille mal, c'est pour attirer l'attention du professeur, de l'assistant ou de l'homme. Alors, et quand il s'agit de pouvoir avoir des points à l'université, donc vous souhaitez que le professeur puisse vous donner des points. Il y a des professeurs, des assistants qui peuvent suivre la fille, pas parce qu'elle s'est habillée mal, parce que juste le professeur veut coincer la fille. Vous allez trouver l'exemple, je pense que le CT l'a très bien dit quand il était en train de parler des types de violences. Un professeur, je suis étudiante à l'Université catholique de Bukavu. J'ai des difficultés à réussir dans tel ou tel cours. Le professeur, lui, il va remarquer. Il sait que j'ai des difficultés à réussir dans tel ou tel cours. C'est là maintenant qu'il va me suivre. C'est là maintenant qu'il va entrer en jeu. Il va essayer de m'attaquer. Que je m'habille mal ou pas, il va essayer de m'attaquer parce qu'il sait que je suis faible dans tel ou tel cours et que s'il venait me proposer quelque chose, je serais totalement pris dans les pièges, je serais totalement tombé dans les panneaux. Le professeur, l'assistant, il vient, il me fait des avances, il me propose de faire des choses avec lui. Et moi, sachant que si je ne réussis pas dans ces cours, peut-être je vais rater mon année. Et quand je commence à réfléchir sur le fait que si je commence à rater mon année, mes parents, qu'est-ce qu'ils vont dire, mes amis vont dire quoi, l'argent sera perdu, tous mes efforts seront tombés à l'eau. Et dans la tête de la femme, dans la tête de la fille, il se passe tellement de choses que ça va lui mettre dans une situation d'impossibilité. Donc, ça va lui mettre dans une situation où elle n'a pas le choix, elle n'a pas d'autre choix que d'accepter. Elle est dans un fait accompli. Oui, voilà, elle est dans un fait accompli qui va pousser la fille à pouvoir accepter les avances, de l'assistant ou du professeur. C'est pourquoi j'ai parlé que c'était une question d'éducation. Moi, personnellement, ma mère ne peut jamais accepter que je puisse sortir en étant mal habillée. C'est-à-dire, je porte une jupe courte ou je porte des habits qui sont présumés être sexy. Elle ne peut jamais accepter que je sorte comme ça. Voilà, Diane, dans tout ce que tu as dit, c'est vraiment intéressant, oui, mais j'ai retenu le fait que la fille en soi, peut-être qu'elle est faible dans telle ou telle autre matière, ou elle est décente,
mais quand même, il y a un professeur qui se donne le culot de venir vers elle et de menacer, entre autres, disons, pour l'aider dans telle ou telle autre matière. Et vous l'avez dit, la fille se trouve devant un fait accompli et elle est obligée d'accepter. Il n'y a pas moyen de dénoncer, ou elle se trouve dans un camp de faiblesse, disons qu'elle sera chassée de l'université ou quelque chose de ce genre. Alors, quand je parle du fait que les profs veuillent menacer une étudiante parce qu'elle est faible dans tel ou tel cours, en fait, comment dirais-je, la fille, voilà, dans notre société, nous avons souvent tendance à vouloir normaliser les choses qui ne le sont pas. Je peux voir quelque chose qui est mal, mais je normalise ça parce que voilà, j'ai vu telle personne faire cette chose, et donc moi je trouve que c'est normal en fait. Je trouve que c'est normal que bon, ça me pousse. Donc si j'arrivais dans une situation où je devrais dénoncer ces genres de pratiques là, je vois que quand je vais auprès des autorités, pour dénoncer le fait, je trouve que même la personne sur qui je vais m'adresser, elle aussi, elle a normalisé la chose. Donc, ça sera comme une perte de temps parce qu'elle ne va pas me prendre en considération. Et si je me disais, je suis la fille qui a subi cette violence-là, je vais me dénoncer auprès des autorités académiques, ils ne vont pas me croire. En tout cas, je pense, à moins que j'ai des preuves, vraiment des messages, et j'ai même le numéro de la chambre où ils voulaient m'inviter. À part ça, je ne sais pas, même si ces autorités académiques peuvent me croire. On a découvert plusieurs défis que nous rencontrons dans les milieux académiques par rapport aux violences basées sur le genre. Monsieur chef de travaux Martin, quelles sont les voies de sortie que nous pouvons suggérer par rapport à cela? Je pense qu'aucune société dans le monde est parfaite. On ne trouvera jamais une société très parfaite, c'est-à-dire une société qui remplit toutes les conditions à 100%. Et il y a quand même des voies pour réduire quand même ce genre de pratiques. Raison pour laquelle d'abord je félicite cette structure, Génération Égalitaire. C'est-à-dire dans Génération Égalitaire, on doit pratiquer ce qu'on appelle la sensibilisation. Vous voyez, dans le milieu universitaire, on doit faire des sensibilisations aux étudiants et aux étudiantes. Les sensibiliser, d'être prêts à dénoncer certains antivaleurs. Vous voyez, ça doit se passer. Et deuxièmement encore, il y a ce qu'on appelle la dénonciation. Vous venez de dire ça. Il faut dénoncer certains antivaleurs. C'est vrai que nous sommes dans une société où, lorsqu'on dénonce, la personne qui dénonce, elle se dit, bon, on va me prendre comment? Et qu'est-ce que l'autre va dire de moi? Comment on va réagir? Est-ce que la personne sur qui je me confie, est-ce qu'elle est crédible? Elle est crédible ou n'est pas crédible? Est-ce qu'il va me trahir ou elle va me trahir ou pas? Vous voyez un peu toutes ces choses-là, mais il est quand même important de franchir les premiers pas. Parce que dans le milieu universitaire, nous avons des structures, contrôle des qualités par exemple, il y en a. Il y a quand même des structures où les gens peuvent partir poser des problèmes. C'est très important de poser, mais comme étant enseignant, j'attire toujours l'attention parce que vous allez vous rendre compte que la majorité des étudiants qui dénoncent, très souvent, ce sont des fausses étudiantes. C'est-à-dire elles sont faibles, comme disaient même leurs camarades. Vous allez vous rendre compte qu'un étudiant, parce que les étudiantes intelligents, des intelligents, ils ne se laissent pas, souvent par ce genre de pratiques. Mais vous trouverez toujours des étudiantes faibles ou des étudiants faibles. C'est eux qui se disent non, on m'a violé, non, tel enseignant m'a fait ceci, tel enseignant m'a fait cela. Bon, ça existe aussi. Je ne peux pas dire seulement qu'il y a des étudiants faibles, mais aussi des étudiants qui sont forts, qui ont subi ce genre de pression. Donc il faut dénoncer. Et aussi la justice. Les gens ont peur par moment. Quand ils dénoncent quelque chose, les temps que la justice va prendre aussi. Vous voyez, quelqu'un peut déposer son problème au niveau de la justice. Ça peut prendre peut-être des mois, ça peut prendre peut-être des années. Et pendant tous ces temps-là, la personne déjà va subir certains traumatismes. Imaginez, parce que là, je n'ai pas des agents de l'université. Vous dénoncez telle autorité par rapport à tel acte. Vous voyez, lorsque vous dénoncez au niveau de la justice, la personne est saisie, l'autorité est saisie. Le temps qu'on puisse les sanctionner, il va déjà commencer à vous faire une pression. Et par moi, les gens se disent, ah, est-ce que ça vaut la peine ou bien que j'endure ça seulement moi-même? Donc voilà un peu des réalités comme ça, le temps que ça va prendre pour juger la personne, et comment on va sécuriser aussi la personne. Et donc tout ça, moi je me dis, la sensibilisation, être à mesure de dénoncer ça, ce sont des voies de sortie, et en même temps pratiquer les textes qui nous régissent. Nous avons le Vad Mekum à l'université, qui est considéré comme notre Bible pour les chrétiens, qui est considéré comme le Coran, c'est-à-dire ça conduit les gens, ça oriente les gens. Beaucoup de gens ne maîtrisent pas la loi.
Vous voyez? Et donc c'est pourquoi je me dis, à l'université, les étudiants doivent maîtriser la loi, même les agents d'université doivent maîtriser la loi. Il faut qu'il y ait vraiment des techniques pour apprendre aux gens à sensibiliser. Il faut qu'il y ait des méthodes ou les moments de sensibilisation pour éveiller au moins la conscience de toute la communauté universitaire pour qu'ils évitent ce genre de pratiques. Et voilà donc en parlant de la loi et de la justice, je m'en vais retourner ma question à Maître Moïse. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à toutes sortes de violences basées sur le genre? Mais aussi quand on a subi une violence, quelles sont les procédures qu'on doit appliquer pour pouvoir dénoncer auprès de la justice? Au fait, notre pays a ratifié beaucoup de textes internationaux. Nous avons ici nombreuses lois dans notre pays, notamment la Constitution. Nous avons notre loi, notre Code de procédure pénale livre 2. Nous avons également la loi de 2006 sur la violence sexuelle. Il faut faire des distinguos. Parce que parlant de viol ou violences basées sur le genre, ce n'est pas spécialement ou uniquement la violence sexuelle, non. Il y a la violence physique, il y a les menaces, comme a dit l'enseignant, il y a la violence sexuelle en elle-même, il y a la violence psychologique, il y a aussi les avortements, il faut le dire aussi, il y a les menaces, il y a le mariage forcé, parce que dans le monde des universitaires, on y trouve. Il y a tant de violences basées sur les gens. Donc il faut faire un distinguo quant à ça. C'est là où revient le rôle ou la mission noble d'un juge, du juge. Lorsque le juge est saisi pour tel ou tel cas, il revient à lui de qualifier les faits. Donc il revient à lui de qualifier, est-ce qu'il s'agit d'une violence sexuelle? Est-ce qu'il s'agit d'une violence physique? Est-ce qu'il s'agit d'une violence psychologique? Et c'est maintenant qu'il va appliquer la loi y afférente. Par exemple, lorsqu'on dit la violence sexuelle dans le monde universitaire, lorsque l'enseignant est coupable d'avoir harcelé, il a harcelé une étudiante pour les points, pour qu'il donne les points, pour qu'il puisse l'avoir, pour qu'il puisse être avec lui. La loi de 2006, ainsi que le code pénal congolais livre 2, dit qu'il sera condamné, on va lui plaquer le double de la peine minimale prévue par la loi. Et la peine minimale pour les violences sexuelles, c'est 5. Donc 5 à 20 ans. Minimal 5, maximum, c'est 20 ans. Ouais, il aura le double. Le double de 5, c'est 10 ans de prison, voyez-vous. Et donc là, c'est le rôle, la mission noble du juge. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'était la seconde question, je pense. L'enseignant dit, ainsi que l'étudiante, l'éducation. Et nous devons ici rappeler que ceux qui sont visés, et c'est là que la loi protège beaucoup plus. J'ai dit des stéréotypes genre. Ceux qui sont beaucoup plus visés, protégés, c'est la femme. C'est la femme qui est beaucoup plus visée et à moindre coût l'homme. Parce qu'on s'imagine que la femme, c'est pas le terme, je ne veux pas dire faible, mais une inégalité là. Il y a une sorte d'inégalité entre l'homme et la femme qui surgissent encore dans notre monde universitaire ou dans tout le monde, dans toutes nos activités que nous menons. Et donc c'est la femme qui est beaucoup plus visée. L'homme doit être très prudent. L'homme doit être le protecteur de la femme. Ce n'est pas parce que la femme s'habille très mal que brusquement vous allez l'agresser sexuellement. Brusquement vous allez l'en vouloir, vous voulez coucher avec elle. Que brusquement vous êtes emporté. Il faut que je lui donne les points pour que je puisse l'avoir. Et que donc c'est une éducation aussi que les enseignants doivent avoir, ainsi que les étudiantes. Comme l'étudiante a dit, l'éducation de base, ça commence à la maison. C'est à la maison où on éduque l'homme, c'est à la maison où on éduque la femme. En plus, j'encourage les organisations de droits de l'homme qui ne cessent de multiplier de conférences, comment dirais-je, des colloques, des animations,
comment dirais-je, qu'en sais-je, comme vous aussi, génération égalitaire. Notre présence ici, on parle uniquement de violences basées sur les genres. Et donc, c'est tout ça qui éduque le monde, c'est tout ça qui éduque l'homme, c'est tout ça qui éduque la femme. Et là, nous aurons un monde parfait, et nous aurons un monde respectueux, nous aurons un monde qui respecte les genres. Et nous aurons également l'égalité, comme on dit, égalité homme-femme qui est réelle. Et pour finir, je voudrais entendre Madame Diane Bouchamouka par rapport à leur rôle en tant que coordination, bien représentation estudiantine. Qu'est-ce que vous faites, surtout vous personnellement en tant que ministre chargé du genre et conditions féminines à l'université, en fait que cette problématique ait tant soit peu des solutions idoines, Madame? Ce que je prévois faire pour cette année académique, voilà, c'est de valoriser la capacité qu'a la femme de pouvoir faire les choses. Nous avons des femmes artistes, nous avons des femmes slameuses, nous avons des femmes qui jouent au foot. Mais elles restent toujours dans leur coin solitaire parce qu'elles n'ont personne pour pouvoir donner la motivation. Alors ce que je prévois faire, c'est de mettre la femme au rang numéro 1 au sein de l'université en matière de football, en matière de basket, en matière d'art, en organisant des salons d'expression, en organisant des conférences avec des personnes accomplies, donc des personnes qui ont déjà réussi dans tel ou tel domaine. Voilà, c'est ce que je prévois faire et je pense que cela va aider plusieurs femmes à pouvoir se démarquer au sein de l'université, à pouvoir se faire voir, comme je peux dire, au sein de l'université. Et je pense que c'est vraiment une chose très importante et j'espère que ça va pouvoir se réaliser. Voilà. Ce que la génération égalitaire peut faire, oui, dans les milieux universitaires, c'est que lors des conférences que nous pourrions organiser par la suite, j'aimerais assez que certains membres de la génération égalitaire puissent venir nous assister, en faisant une conférence sur tel ou tel thème, en incitant les femmes à pouvoir dénoncer les pratiques, les antivaleurs, comme l'a dit M. Lessété. Et je pense que, en tout cas, ça va beaucoup aider certaines femmes à l'université. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par cette réponse de Diane Bouchamouka que nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui, qui a connu la participation de maître Moïse Kabi, qui est avocat au barreau du Sud Kivu. Monsieur Moïse Kabi, c'était un plaisir de vous recevoir dans cette émission, ces panels Génération Égalitaire. Merci bien, monsieur le journaliste. C'est un plaisir très partagé. Je tiens à vous encourager et à multiplier les séminaires, les colloques, Génération Égalitaire pour notre société. J'encourage également le monde universitaire à dénoncer tous ces faits pour que des sanctions surviennent, qu'on sanctionne sévèrement ces gens qui continuent à user de leur pouvoir pour pouvoir peser sur les autres. Merci et courage et que vous puissiez aller toujours de l'avant. Notre société a besoin de vous. Dans le même cadre de cette émission, nous avions reçu M. C.T. Martin Barouani. Il est enseignant à l'Université officielle de Bukavu. Monsieur le C.T. Martin Barouani, c'était un plaisir de vous recevoir dans ce panel, cette émission Génération Égalitaire. Merci beaucoup, Faustin. Merci aussi à la Génération Égalitaire. Je prierai que ces émissions vraiment soient multipliées parce que nous avons le devoir de bâtir une société civilisée, une société remplie de bonnes valeurs. Une fois qu'il y a ces émissions, s'organiser d'une manière répétée, et donc ça va nous permettre de tendre et de continuer à conscientiser notre communauté. Enfin, nous avions réussi Madame Diane Bouchamouka. Elle est étudiante à l'Université catholique de Bukavu. Elle y joue un rôle très important dans la coordination estudiantine, c'est-à-dire elle est ministre chargée du genre et conditions féminines. En fait, ça a été une occasion pour moi de pouvoir mettre un point sur les réalités que nous vivons tous
en milieu universitaire. Et j'espère que ça va pouvoir continuer parce que plus l'émission continue et plus certaines personnes vont prendre conscience de cette réalité-là. Pour ce numéro, mesdames et messieurs, nous pensons que vous avez en tout cas tiré de bonnes conclusions par rapport à ces premiers numéros de la Génération Égalitaire qui vous a été présenté par Faustin Banyanga et Wivine Gango. Madame Wivine Gango, c'était un plaisir d'avoir présenté ce numéro de Génération Égalitaire ensemble. Je t'assure que le plaisir était partagé car le monde a besoin de nous, la jeunesse a besoin de nous. Et comme je le dis toujours, la jeunesse, ce n'est pas le futur, mais la jeunesse, c'est le poumon de la nation. Et donc, à travers nous, c'est sûr que les choses changeront, c'est sûr que certaines réalités, certaines vérités seront dévoilées. Et sur base de cela, sûrement, comme tu as l'habitude de le dire, il y aura un esprit révolutionnaire, mais révolution dans le bon sens, où nous allons prôner l'égalité du genre, où nous allons prôner les valeurs liées à la jeunesse.